Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur lecoinducrime.com. Un grand merci à Valérie, Marc-Antoine Vaillancourt, Marianne Lafleur, Arnaud Imbeau, Pascal Dag, Joël LVT et Delphine Amblat. Nous vous remercions vraiment infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Le Coin du Crime pour devenir un VIP si ce n'est pas encore le cas. Et on commence. Le 15 août 1989, sur le trajet du retour des vacances, une famille californienne tombe sur une étrange vidéo cassette au contenu très inquiétant. À partir de cette date, la police va mener des recherches laborieuses pour tenter de trouver un début de piste, mais en vain. Et alors qu'elle s'apprête à classer l'affaire pour de bon, survient un revirement qui va changer tout le cours de l'enquête et remettre en question toutes les théories sur lesquelles elle s'est auparavant basée. Cela marque le début de l'affaire The Stockton Tape, ou encore The Stockton Arsonist, avec pour seule toile de fond une vidéo effrayante qui refuse de divulguer son secret. Le 15 août 1989 est une journée caniculaire en Californie. Alfonso Lua, 34 ans, roule sur l'autoroute 205 Hayden Road. Il se rend à Stockton, la ville où il réside, située dans le comté de San Joaquin. À bord se trouve aussi sa femme, Juanita, et son fils Hector, âgé de 7 ans. La famille Lua, qui est d'origine mexicaine, rentre d'un week-end passé chez des amis, où ils ont fêté la quinceañera de la fille de ces derniers, qui vient de souffler ses 15 bougies. En cette journée torride et étouffante de retour de vacances, l'autoroute est quasi déserte. Tout semble jauni, sec, avec un horizon dégoulinant. Même le bitume donne l'impression qu'il risque de fondre à tout moment sous la pression des roues. 37 degrés à Fresno, 38 degrés à Sacramento, les températures grimperont jusqu'à 40 degrés à Los Angeles et Santa Monica. Restez bien hydratés. Annonce la voix joyeusement exaspérante de l'éphéméride à la radio. Alfonso lâche un juron. Mais plutôt la station de musique, suggère Juanita. « Maman, je veux un soda !» s'exclame le petit garçon, affalé sur le siège derrière. Juanita ouvre la glacière calée sous ses jambes, où subsistent quelques canettes de bière, 2 bouteilles d'eau, des raisins et du coca. Elle tente à son fils un jus de fruits avec une paille. « Mais je veux du soda !» boude-t-il. Sa mère, trop fatiguée pour répondre, ignore sa requête. « Nous sommes presque arrivés, Hector !» dit son père. Alors qu'ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres de Stockton, la voiture commence à montrer des signes de surchauffe. Ah non, pas maintenant, pas dans cette chaleur étouffante, pas dans ce no man's land désertique. Alfonso Lua touche alors le crucifix, placé sous son rétroviseur, priant pour que le véhicule ne les lâche pas avant d'arriver à destination. Mais sa prière n'est pas exaucée. Du capot, il voit monter une épaisse vapeur au relent d'huile de moteur et la voiture se met à cahoter. Alfonso dit un juron en espagnol, donne un coup sur le volant avant d'aller se garer au bord de la route pour descendre vérifier ce qui ne va pas. Il ouvre le capot, commence à inspecter l'intérieur d'un air soucieux. Dehors, l'air est tellement chaud, le ciel tellement limpide et le soleil tellement rasant qu'il sent ses vêtements lui coller à la peau. Effectivement, le moteur est en surchauffe, bouillonnant, et il y a une légère panne au niveau du carénage avant. Il n'a d'autre alternative que de le laisser refroidir un peu avant d'aller chercher les dépanneurs. « Il y a un problème, je dois aller chercher du renfort », annonce-t-il à sa femme en faisant un grand geste fataliste. Juanita Lua est dérangée par cette situation. La route est déserte, isolée, et aucun véhicule n'est passé à côté d'eux depuis tout à l'heure. « Passe-moi la carte dans la boîte à gants », lui demande son mari. Après l'avoir examinée attentivement, il déclare « Il y a une station essence à environ 4 km d'ici. Ils doivent sûrement avoir le téléphone pour appeler le dépannage. J'y vais. Hector, tu viens avec moi ?» Le petit garçon, les jambes engourdies à force d'être assis depuis 1 heure, tend sa briquette de jus vide à sa mère et saute sans se faire prier de son siège. Alors que Madame Lua reste seule dans la voiture, son mari et son fils se mettent à marcher vers la direction de la station-service, comme annoncé sur la carte.
Tout au long du trajet, qui leur semble doublement plus long à cause de la canicule, ils ne peuvent s'empêcher de regarder de tous les côtés, dans l'espoir de repérer quelques cabines téléphoniques, perdues, au milieu de nulle part. On ne sait jamais. Mais ils ne trouvent rien. Ils doivent se résoudre à marcher jusqu'à la station. Il faut rappeler que nous sommes en 1989 et que les téléphones portables n'existent pas encore. Le père et le fils, transpirant dans leurs vêtements, poursuivent bravement leur chemin. Hector, qui est un enfant un peu agité en temps normal, commence bientôt à montrer des signes de nervosité. Il se met à geindre, dit que ses baskets lui serrent les pieds, que le soleil tape trop fort, qu'il a soif, qu'il veut retourner à la voiture, etc. Plus énervé encore, Alfonso le menace de le laisser au bord de la route s'il continue à se plaindre. À Mexico, il lui aura administré une paire de claques, et cela semblerait normal. Mais aux États-Unis, corriger les enfants sur la voie publique est passible de prison. Autour d'eux règne un silence opaque. L'air est tellement sec et chaud que même les oiseaux restent tapis dans l'ombre de peur de se brûler les ailes. Au bout d'une vingtaine de minutes de marche acharnée, le regard d'Alfonso Lua est soudainement attiré par quelque chose sur le bord de la route, juste à l'endroit où passent les voitures. Alors qu'il s'approche, il comprend qu'il s'agit d'une veste d'un uniforme militaire avec des motifs camouflage, roulés en boule. La toile est sale et poussiéreuse et le vêtement semble avoir été déposé là volontairement, bien mis en évidence pour que les automobilistes le remarquent. Entre autres, il comporte des badges et des pins mentionnant des groupes de rock, heavy metal, Black Sabbath et AC/DC, mais aucune information sur l'identité et le grade de la personne auquel il appartenait. D'un geste spontané d'enfant, Hector Lua donne un coup de pied dans la sacoche, mais son père vient le tirer en arrière par le bras. Le vêtement défait éparpille son contenu sur le sol. Encore des pins, un paquet de chewing-gum à moitié entamé et des autocollants. Mais la chose qui attire le regard d'Alfonso est certainement cette cassette VHS. Il s'en empare. Elle ne comporte aucun titre. Il la tourne et la retourne dans tous les sens, à la recherche d'un indice sur son contenu. Le père et le fils échangent un regard étonné. Trouver une cassette vidéo dans une veste militaire perdue au beau milieu de nulle part n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Alors, il décide de l'emporter avec lui et de continuer son trajet. Une fois à la maison, il verra ce qu'elle contient. Pour les auditeurs de jeunes générations qui ne savent pas ce que veut dire une cassette VHS, abréviation de Video Home System ou cassette vidéo, il s'agit en fait d'un support magnétique pouvant être visionné ou enregistré à l'aide d'un magnétoscope. Son usage a connu une apogée fulgurante entre le début des années 80 et la fin des années 90, avant d'être supplanté par les lecteurs DVD et d'autres gadgets plus récents. La particularité de la VHS est que l'on pouvait y enregistrer des programmes à partir de la télévision en temps réel pour pouvoir les visionner plus tard. Elle était généralement de couleur noire, avec à l'intérieur 2 bandes de pellicule. Aux États-Unis et dans les pays anglophones, des boutiques appelées Blockbusters commercialisaient ou louaient ces cassettes, et il était d'usage de louer un ou plusieurs films, spectacles ou dessins animés pour les regarder le week-end. Les blockbusters ont commencé à disparaître graduellement avec l'avènement d'Internet et d'autres plateformes de vidéos à la demande comme Netflix, Hulu et d'autres. Au bout d'une demi-heure de marche, Alfonso et son fils arrivent finalement à la station-service, où un employé à face rouge et le t-shirt trempé de transpiration lui tend le téléphone posé sur le comptoir d'un air renfrogné. Le papa compose alors le numéro de la compagnie de dépannage. Sa voiture enfin réparée, la famille Lua poursuit avec soulagement sa route jusqu'à chez elle. Le reste de la journée se poursuit tranquillement. Le soir venu, Alfonso et son fils se rappellent de la cassette récupérée le matin sur cette route déserte. Ils sont curieux de découvrir ce qu'elle contient. Après dîner, la famille se réunit dans le salon. Alfonso met la cassette à l'intérieur du magnétoscope et appuie sur la touche « Play ». Un écran noir et opaque apparaît d'abord, accompagné d'un numéro de sono. Puis, un spectacle des plus horrifiants, jamais vu de leur vie, leur apparaît. Les Lua sont littéralement scotchés sur leur canapé, les yeux écarquillés par l'horreur. Il ne s'agit ni d'un film, ni d'un dessin animé, ni d'un show musical. Cela a l'air d'avoir été enregistré par le biais d'une caméra amateur, et que la personne qui filme ne s'y connaît pas. Elle n'apparaît d'ailleurs jamais, on entend juste sa voix. La scène se déroule dans un bois, en pleine nuit.
Seulement, la caméra semble se concentrer sur un point lumineux qui va se révéler être un incendie. Une maison de campagne, faite en bois, est en train d'être consumée par un impressionnant et effrayant feu. La maison est transformée en un grand brasier jaune et brillant, qui illumine tout autour d'elle, comme si un millier de chandeliers étaient allumés au même moment. Les Lois avalent péniblement leur salive, retiennent leur souffle. Qu'est-ce que cela veut dire? Puis, ils entendent une respiration allaitante, nerveuse, saccadée, comme quelqu'un qui vient de courir plusieurs kilomètres. Puis, une voix d'homme, nasillarde et contrefaite, mimant celle des méchants des films d'horreur. « Zut, le ciel est noir de fumée, c'est le feu. Je vais détruire et brûler vos âmes. Esprit des temps anciens, esprit du diable. Regarde-moi ça, Omar. Voilà ce que je faisais durant ta semaine de vacances. J'ai promis que j'allais passer à l'acte et j'ai tenu ma promesse. J'ai promis que j'allais le faire. Juste, prends le temps d'admirer ce tableau de tonnerre et dis-moi, ose encore me dire que je suis incapable d'allumer un feu. » La cassette se poursuit ainsi et l'incendie devient de plus en plus terrifiant et incontrôlable. La voix de l'homme derrière la caméra revient commenter, zoomant et faisant de gros plans rapprochés, modifiant à chaque fois l'affichage, pour ensuite retourner sur un plan fixe. « Regarde-moi ce feu, Omar. N'est-il pas magnifique? Vous voyez ce dont je suis capable, mesdames et messieurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas joli? C'est l'enfer. » Il est évident qu'il semble très excité compte tenu de sa respiration allaitante et son rire narquois et débile. À un moment, on peut entendre de loin les sirènes des voitures de police et des pompiers. Vous entendez les coyotes hurler? Voilà les pompiers qui débarquent pour éteindre cette beauté. Quelle misère! Je dois partir maintenant. Mais souvenez-vous de moi. Bonne nuit, mesdames et messieurs. La scène à plan fixe dans la nuit, le bruit du feu mangeant les poutres en bois de la maison incendiée, les hurlements des coyotes, mais surtout la voix sifflante et gémissante du personnage hors du champ de vision, plonge la famille Lois dans une frayeur épouvantable. Il est clair qu'à partir de la position où il se trouvait, il était à l'intérieur du bois, caché derrière les buissons et filmait clandestinement l'incendie tout en jubilant à l'idée de ne pas être vu. Mais ce qui fait davantage peur est le bonheur et l'exaltation dans laquelle il semble être plongé. Il est évident qu'il cherchait absolument à filmer tout l'incendie. « C'est l'enfer! C'est l'enfer! Le feu est mon domaine! Mon enfer à moi! Je veux qu'il revienne à la maison! Le diable! Le diable !» L'incohérence des paroles du personnage ajoute une dose supplémentaire d'étrangeté à toute cette scène surréaliste et terrifiante. Mais qui peut se cacher derrière cette voix? Un fou? Le membre d'un culte satanique offrant un sacrifice au diable pour lui faire plaisir et chercher sa protection? Et puis, il y a ce prénom, Omar, que l'étrange individu répète de façon vindicative tout au long de la vidéo. « Omar, regarde ce que j'ai fait pendant que t'étais en vacances !» L'identité de Omar, nous la connaîtrons un peu plus loin dans notre récit. Le bruit des sirènes des camions de pompiers et l'énorme brasier ont commencé à effrayer les animaux qui se trouvaient dans la forêt, ce qui explique pourquoi les loups et les coyotes hurlaient lugubrement à la mort. Tout le contenu de la cassette est horrifiant, glauque, inexpliqué, et effraie au plus haut point le couple Lois et son jeune fils, qui se met à pleurnicher et à se blottir dans les bras de sa mère. L'écran redevient gris et bourdonnant. Le salon est plongé dans le silence. Alfonso et Juanita, incapables de prononcer un mot, se contentent d'échanger des regards effrayés, incapables de comprendre ce qu'ils viennent de regarder. Seulement, la vidéo n'est pas encore terminée. Elle reprend là où les pompiers arrivent, pour commencer la laborieuse opération d'éteindre le feu, sous les commentaires incohérents de l'homme derrière la caméra, qui les invective avant de se mettre à réciter des incantations au diable. Finalement, il prononce cette phrase glaçante. « Méfiez-vous, votre maison pourrait être la prochaine !» Puis l'image disparaît et cède la place à l'extrait d'un film d'horreur très populaire à cette époque, sorti en 1984 et prénommé « A Nightmare on Elm Street » ou « Les griffes de la nuit » en français. À ce stade, il est impossible de savoir si la personne qui filmait a volontairement réalisé ce montage en ajoutant l'extrait de ce film, ou si la cassette comportait déjà le film avant l'enregistrement de la scène de l'incendie. Pour ceux qui ne sont pas familiers ou n'ont jamais connu les VHS,
Cette technique consiste à gommer le contenu initial d'une cassette en enregistrant un autre par-dessus. Il était donc impossible d'avoir deux contenus différents sur le même support compte tenu de la durée d'enregistrement limitée. Dans le salon des lois, la peur laisse place à la consternation et l'incompréhension. Alfonso retire doucement la cassette maudite du magnétoscope, la manipule comme s'il s'agissait d'un objet hanté. « Qu'est-ce que tu comptes en faire ?» lui demande sa femme d'un air inquiet. « Je dois avertir les flics. » Malgré l'heure avancée de la nuit, Alfonso prend la cassette, monte dans sa voiture et roule jusqu'au poste de police. Sur place, il explique comment il a trouvé la cassette dans une veste militaire, jetée au beau milieu de la route 205 Hayden Road. Vous dites que c'était vers quelle heure ? Environ 13h ou 13h30. Et vous n'avez pas remarqué la présence de quelqu'un ? Non, pas que je m'en souvienne. Il faisait terriblement chaud et il n'y avait pas âme qui vive. Même les voitures étaient rares. J'ai dû marcher à pied jusqu'à la station pour téléphoner. Avez-vous vu s'il y avait d'autres objets à l'intérieur de la veste ? Oui, un paquet de chewing-gum, des cassettes de musique je crois, des pins, mais j'ai tout laissé là-bas, je n'ai pris avec moi que la cassette. Bon, d'accord, dit le policier en terminant de taper son rapport à la machine. La projection se fait dans la salle commune du commissariat, en présence d'Alfonso Lua, qui, encore très ébranlé par le premier visionnage, ne quitte pas des yeux les policiers, assis en rond autour de lui. Tout comme lui et sa famille, ces derniers sont très secoués par ce qu'ils voient et entendent. Certains échangent des regards curieux. Ils n'ont encore jamais vu quelque chose de cette nature, de cette étrangeté. Les enquêteurs du département des incendies criminels volontaires entrent alors en scène. D'emblée, ils prennent le sujet très au sérieux et décident d'entamer tout de suite leurs investigations. Il est clair que cet individu ne plaisante pas et qu'il compte passer encore à l'acte, comme il menace de le faire dans la vidéo. Le lendemain, accompagné d'Alfonso Lua, ils se rendent dans le périmètre où la cassette a été récupérée la veille. Regardez, oui, c'est bien ici. La veste camouflage est toujours placée au même endroit, recouverte d'une épaisse couche de poussière jaune. Les enquêteurs se mettent à inspecter le vêtement et font d'autres découvertes. Des cassettes de musique rock-metal, mais aussi un gant blanc comportant le même logo et les caractéristiques de l'uniforme, ce qui explique qu'ils appartenaient à la même personne. Mais ce n'est pas tout. D'autres objets hétéroclites sont également retrouvés, notamment un petit crâne humain en céramique et un marteau en bois, semblable à un pieu des archanges miniatures, comme ceux utilisés à l'époque pour moudre les épices ou le café. Jusque-là, la police chargée des incendies criminels est en possession de 4 pièces à conviction. Une veste de soldat, une cassette vidéo, un crâne miniature et un marteau en bois. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute que ces objets ont un rapport direct avec quelques cultes sataniques. Pourquoi un culte satanique et pas autre chose ? Tout simplement parce que tout au long de la période allant des années 80 à la fin des années 90, le phénomène des adorateurs de Satan connaît un succès fulgurant auprès de la jeunesse gothique et englobe différents groupuscules, éparpillés dans les 4 coins du pays, semant par la même occasion la terreur et la stigmatisation. L'usage de symboles comme le pentagramme inversé, les cornes de Satan et d'autres imageries associées à la rébellion contre l'autorité religieuse traditionnelle sont un moyen d'appartenance évident. Les rituels varient d'un groupe à l'autre, mais peuvent inclure des cérémonies symboliques, des méditations, voire d'autres choses beaucoup plus glauques encore, telles que des sacrifices d'animaux ou plus rarement d'humains. Les satanistes valorisent l'individualisme, la satisfaction des désirs personnels et la non-conformité. Des valeurs comme l'égalité, la compassion et la justice sociale sont mises en avant. Le look vestimentaire est également très important. Vêtements de l'ère victorienne, redingotes, corsets, barésilles, coiffure asymétrique, maquillage smoky, usage de la couleur noire et rouge, pâleur exagérée du teint, tout cela ajoute une dimension particulière à l'affiliation à ces groupes. Considérant être souvent mal compris et stigmatisés en raison de la désinformation et des stéréotypes, les membres de ces cultes se replient sur eux-mêmes et restent entre eux, loin de la société édulcorée et bien pensante. Durant la période où se déroule notre récit, l'État américain est en pleine période d'inquisition contre ces cultes. Une guerre acharnée qui a débouché sur pas moins de 120 000 cas de crimes infondés et l'arrestation de plusieurs membres de sectes adoratrices du diable, souvent sans preuve à l'appui, juste en se fiant à un look ou une attitude jugée trop sombre, trop triste ou trop rêveur. Des reportages télévisés visant à sensibiliser la population juvénile sur les dangers de cette mouvance controversée
sont régulièrement diffusées à grande échelle, aussi bien dans les chaînes télévisées nationales que dans les écoles, les collèges et les lycées. Cela prend une telle ampleur que le phénomène acquiert même un nom, The Satanic Panic, ou la panique satanique en français. Pour les enquêteurs, l'affaire de la cassette VHS n'est qu'un petit morceau de ce gigantesque puzzle. D'autant plus que la personne derrière la caméra fait allégeance au diable à plusieurs reprises pendant l'incendie. Décidément, le phénomène prend de l'ampleur et ne semble pas vouloir disparaître, malgré les avertissements et les menaces. Le crâne en céramique et le marteau récupéré sont également considérés comme des talismans en rapport direct avec les rituels sataniques. Mais des questions d'ordre plus pratique commencent à obséder désormais les enquêteurs. Où s'est déroulé l'incendie ? Qui est l'individu qui a filmé et pourquoi la cassette a été trouvée au milieu d'une route déserte ? Mais commençons d'abord par répondre à la troisième question. Ici, deux théories s'imposent. Soit quelqu'un a caché la vidéo dans la veste et l'a posée sur la route en attendant de le récupérer plus tard, ou bien il l'a posée intentionnellement à cet endroit pour que la police le remarque et prenne connaissance de son contenu. Seulement, malgré les pièces à conviction, il n'existe aucun indice, aucune empreinte digitale, ni aucune preuve qui puisse remonter jusqu'au responsable de cette sombre mascarade. Tard dans la nuit, les policiers, supervisés par le capitaine Frank Curry, passent et repassent la cassette en boucle, en quête d'un élément resté caché jusqu'ici. Ils espèrent voir le numéro de la maison ou une pancarte signalétique, en somme, n'importe quelle information susceptible de leur fournir le début d'une piste. Ils s'attardent aussi sur les plaques d'immatriculation des camions de pompiers, dans l'espoir de lire les initiales de l'État ou la ville auquel ils appartiennent. Mais l'image est de mauvaise qualité, du fait que l'individu qui filmait la scène tout en commentant d'une voix ironique rend également la tâche difficile pour avoir une idée sur sa provenance, en se basant par exemple sur son accent régional. S'exprimant dans un anglais américain standard, il est donc impossible pour les policiers de deviner sa provenance. Il peut aussi bien être new-yorkais que californien, et on ne verrait pas la différence. Et puis, il reste la personne mentionnée en tant que Omar dans la vidéo. Là encore, la police émet deux théories. Soit il s'agit du diable en personne, puisque celui qui a tourné la vidéo s'adressait à lui en lui répétant qu'il était capable de faire les choses, soit il s'agit du propriétaire de la maison incendiée. Au fil des jours, la frustration des enquêteurs atteint son apogée. La raison principale est qu'ils ne parviennent toujours pas à géolocaliser la maison. La seule information qu'ils détiennent est que son architecture ressemble à celle de toutes les maisons de campagne américaines, et qu'il en existe des milliers comme elle à travers tout le territoire. En se renseignant dans la ville où la cassette a été trouvée par Alfonso Lua, la police apprend qu'aucune maison n'a été incendiée ces derniers temps dans les environs. Toutefois, la position stratégique de cette région, mais surtout l'autoroute 205, permet de relier plusieurs villes californiennes, notamment Sacramento, Los Angeles et San Francisco. Se peut-il que cette personne fût en voyage et que durant son trajet en voiture, elle a choisi de se débarrasser de ce fardeau encombrant ? Mais là encore, impossible d'avoir un début de piste solide sur laquelle baser ses recherches. Au fil des mois, privés d'indices, les enquêteurs voient tous leurs espoirs s'amenuiser. Le capitaine Frank Curry donne une semaine supplémentaire à ses hommes avant de classer l'affaire. Tout comme eux, il a visionné la vidéo au moins une trentaine de fois, allant jusqu'à en faire une copie pour la revisualiser chez lui. Malgré le fait qu'il soit policier, le contenu l'a tellement effrayé qu'il lui arrive parfois d'en faire des cauchemars. La menace claire faite par le sombre individu de la vidéo, « Votre maison pourrait être la prochaine », commence désormais à obséder les policiers qui redoutent le pire. À court d'indices, la police pense à présent qu'un tueur en série notoire pourrait être derrière tout cela. Son attention se porte sur l'un des criminels qui a causé la terreur à New York à cette époque. David Berkowitz, alias le fils de Sam. Mais pourquoi lui et pas un autre ? Tout simplement parce que David Berkowitz, qui était déjà incarcéré à l'époque des faits, a toujours insinué que c'était le diable qui lui ordonnait de commettre ces crimes et qui lui vouait une allégeance inébranlable. Juif de naissance, adorateur de Satan pendant sa jeunesse et tout au long de sa période criminelle, Berkowitz se convertira plus tard au catholicisme alors qu'il purge sa peine à perpétuité. Sa supposée implication dans l'incendie est finalement assez rapidement écartée. L'enquête de la police de Stockton
dure bien une année entière sans qu'aucun nouvel élément ne vienne bouleverser le cours des recherches. C'est à partir de là qu'ils décident de jouer la dernière carte qu'il leur reste, celle des médias. Jusqu'ici, personne hormis la famille Loua ne connaissait l'existence de la mystérieuse cassette. Pour diffuser l'information à échelle nationale, la police se tourne vers la célèbre émission télévisée de l'époque intitulée Unsolved Mysteries, l'équivalent américain des enquêtes impossibles. L'émission, très populaire auprès du public américain, est suivie par des milliers de téléspectateurs à travers le pays. Animée par le valeureux journaliste Robert Stack, elle aborde plusieurs thèmes, allant de la cryptozoologie aux disparitions, affaires criminelles ou encore le paranormal. Il est très récurrent aussi que Robert Stack ait recours à l'appel de témoins. Grâce à cela, plusieurs personnes portées disparues ont été retrouvées par leur famille au fil des ans. Sur la demande de la police, le journaliste consacre un épisode entier d'une 50aine de minutes sur l'énigme de la cassette vidéo. L'épisode est diffusé pour la première fois le 19 septembre 1990 et génère une frayeur sans précédent chez les téléspectateurs. Mais pas seulement. Le lendemain même de la diffusion, le standard téléphonique de l'émission reçoit ses premiers appels. L'un des premiers à prendre contact avec la production est un certain Ed Tarantino, un homme habitant à proximité de la maison qui a été incendiée. En regardant l'émission dans la nuit avec sa famille, il a été choqué d'apprendre que la maison incendiée est bien celle qui se trouve juste derrière, à quelques mètres de la sienne. Ed Tarantino raconte à la police que la maison de la vidéo était en cours de construction lorsque le feu s'est déclaré en 1988, soit un an avant la découverte de la cassette par Alfonso Loua. Il explique que juste après l'incendie, la maison a dû être reconstruite. Toutefois, personne ne savait qui était derrière tout cela. Le témoignage d'Ed Tarantino n'est que le premier d'une longue liste. Au fil des jours, la production de Unsolved Mysteries réceptionne pas moins d'une trentaine d'autres appels téléphoniques en rapport avec la vidéo. Un nouveau témoin, Bill Otterley, habitant également dans la même zone, apporte un surplus d'informations. En novembre 1988, un promoteur immobilier a commencé les travaux de construction de la maison, qui appartenait à une riche famille de Redwood City. Redwood City est une ville de la péninsule de San Francisco, donc en Californie, l'une des informations capitales qui manquait jusqu'ici aux autorités. Otterley ajoute que la maison devait être une sorte de ranch d'une valeur de 850 000 $, une somme très onéreuse pour les années 80. Alors que le ranch était au stade des finitions, Bill Otterley a été stupéfait par l'incendie ravageur qui s'est produit. Il a assisté lui-même à l'arrivée des pompiers et de la police cette nuit-là. Avant la diffusion de l'émission, tout le monde ignorait qu'une cassette circulait à ce sujet depuis 2 ans. Je me rappelle juste que les pompiers m'ont dit que c'était un incendie d'origine criminelle. La chose qui m'a le plus frappé est de voir le promoteur éclater en sanglots devant son projet réduit en cendres. Il a perdu énormément d'argent. Par la suite, elle a été reconstruite et un gardien a été embauché pour y veiller toute la nuit. Au cours des semaines suivant la diffusion de l'épisode de Unsolved Mysteries, la production reçoit encore une centaine de coups de fil supplémentaires. Au total, 1600 appels sont réceptionnés. Cependant, la moitié d'entre eux sont soit de faux témoignages, soit des plaisantins désirant faire des canulars. Il est évident que les témoins les plus crédibles sont les gens qui habitent à proximité de la maison en question et qui ont assisté personnellement au drame. À présent, la police détient ce qu'elle cherchait désespérément depuis plus d'1 an, à savoir l'identité du propriétaire, l'emplacement géographique de la maison, sa valeur et les circonstances inexpliquées de l'incendie. Mais elle n'est pas pour autant au bout de ses surprises. Ed Tarantino, Bill Otterley et d'autres voisins vont continuer à contacter les autorités pour leur donner à chaque fois des détails de plus en plus étranges. En effet, selon eux, l'affaire n'est pas un cas isolé, puisque la ville a connu une série d'incendies similaires d'origine inconnue, qui se sont déclenchés à partir de 1986 à Redwood City et ses environs. Plusieurs bâtiments, maisons et structures ont été réduites en cendres de manière tout à fait intentionnelle, causant des pertes matérielles considérables et mettant en danger la vie des résidents. En tout, il y a eu pas moins d'une trentaine d'incendies déplorés durant cette période, sans qu'on ne sache jamais vraiment l'identité du ou des coupables et leur motivation pour commettre une chose pareille. Un élément met tout le monde d'accord. Tous les incendies se déclenchent à partir de minuit ou 1h du matin. Jamais le matin, jamais dans la journée, toujours dans le noir et jamais quand il y a la pleine lune. Le criminel avait recours à des produits chimiques, voire des explosifs,
pour générer le plus de dégâts possible en un temps record. L'un des points les plus curieux est que la majorité de ces structures étaient souvent vidées de leurs habitants, en chantier ou en cours de construction. Avec ces nouveaux éléments sous la main, la police revient à l'une de ses premières théories. Le responsable ne peut être qu'un membre d'une mouvance ou d'une secte satanique de la région, visiblement très en colère contre les travaux d'urbanisme et la déforestation, et désirant y mettre un terme. En effet, la région où se trouvent la plupart de ces maisons était auparavant une zone entièrement boisée avant que des compagnies immobilières ne viennent se partager le gâteau, élever des édifices et les vendre à prix d'or. Or, pour ces cultes, la forêt est généralement considérée comme un lieu sacré où ils partent se ressourcer ou pratiquer leurs rituels en pleine nuit. Construire des maisons pourrait alors être perçu comme un défi ou une menace à leur mode de vie, ce qui explique le passage à l'acte. Il est donc évident que le ou les responsables derrière ces feux sont des disciples très en colère, bien décidés à dissuader des gens à venir peupler cette partie qu'ils revendiquent comme étant la leur. À la fin de l'année 1988, la police de Redwood trouve une sorte de cabane vieille de plusieurs années, servant visiblement de squat pour des individus de passage, puisque malgré sa vétusté, elle comporte encore des signes de vie. L'ordre est donné pour qu'elle soit détruite et que le terrain soit cédé à un promoteur immobilier. Mais à peine la maison flambant neuve qui l'a supplantée est arrivée au dernier stade de finition, que le feu se déclare à l'intérieur sans préavis et sans qu'on ne sache qui l'a provoqué. Après le passage des pompiers, la police découvre des inscriptions en noir sur l'un des murs encore debout. « Chers voisins récalcitrants, arrêtez les constructions !» Pour les enquêteurs, nul doute que cette série d'incendies qui se sont succédés entre 1986 et 1989 soient tous reliés entre eux et causés par un pur sentiment de vengeance et d'intimidation. Mais comment se fait-il que durant près de 3 ans, personne n'ait réussi à surprendre les criminels en flagrant délit ? Personne n'a réussi à les capturer. Un mois après la diffusion de l'émission en septembre 1990, le capitaine Frank Curry reçoit un appel téléphonique très curieux. À l'autre bout du fil, il entend la voix d'une femme. Elle s'appelle Doris Lance et elle habite non loin de la maison de la vidéo. « La nuit où la forêt était illuminée comme un brasier, j'étais à ma fenêtre, mon mari a prévenu les pompiers. On aurait dit qu'une météorite était venue s'écraser à cet endroit. » Doris Lance ajoute tout de même un détail effrayant. L'homme qui filmait l'incendie en commentant parle d'un certain Omar. Il se trouve que je le connais. C'était mon voisin. Doris ajoute que le prénom masculin Omar n'est pas très courant dans la région, car à résonance arabe ou hispanique, et que dans la ville, rares sont ceux qui portent un prénom aussi exotique. Le témoignage de Madame Lance laisse les policiers stupéfaits. Omar était mon voisin. Il avait 17 ans et vivait avec sa famille à côté de la maison incendiée. C'était un garçon problématique qui se mettait toujours dans des pétrins pas possibles. Sans perdre un instant, la police se rend à l'adresse donnée par cette dame et vont toquer à la porte de ce Omar. En effet, il s'appelle bien comme cela. Il a 17 ans et vit ici avec sa famille. La police ne fait pas dans la dentelle avec lui et le pousse un peu à bout. Alors, il finit par éclater en sanglots et avouer tout en bloc. C'est moi qui ai mis le feu à cette maison avec un copain de l'époque. Et puis on a fait cette vidéo. Le suspect est conduit dans les locaux de la police de Stockton, où se poursuit son interrogatoire. Il raconte que son copain et complice avait 2 ans de plus que lui. C'est lui-même qui filmait avec sa caméra, tandis que lui se trouvait juste derrière lui cette nuit-là, dissimulé derrière d'épais buissons. Pour donner un aspect sensationnaliste à leur crime, il a été convenu qu'Omar ne dise pas un seul mot toute la durée de la vidéo, ne rit pas, ne respire pas fort. Voilà ce qui explique enfin l'énigme des messages énigmatiques de la cassette. « Regarde Omar, ce que j'ai fait pendant ta semaine de vacances !» Le complice et ami du suspect, dont l'identité ne sera jamais vraiment révélée, est surnommé Jason par la police. Les jours suivant les aveux de son complice, la police se met à chercher Jason pour observer ses habitudes et son comportement. Elle trouve sa trace et commence à l'espionner. Et cela dure jusqu'au jour où se déclare un nouveau feu dans le garage même de l'intéressé. Un incendie somme toute volontaire et déclenché par le propriétaire des lieux lui-même qui a pris la fuite avant l'arrivée des pompiers. C'est la fois de trop. Après que les pompiers aient maîtrisé le feu, les policiers descendent directement au garage pour l'inspecter. C'est là
qu'ils font une découverte inquiétante. Un peu partout dans la pièce encore humide et fumante, se trouve un nombre prodigieux d'armes blanches, notamment des dagues japonaises, des couteaux de cuisine et des épées. Plus au fond, ils repèrent des restes d'animaux empaillés et carbonisés, et une planche à découper de bouchers qui servait probablement à découper les cadavres de ces derniers. Enfin, ils trouvent également des masques et des gants appartenant au personnage de Freddy Krueger du film Les Griffes de la Nuit, dont l'un des extraits paraît à la fin de la vidéo de l'incendie. Le 27 septembre 1990, Jason est arrêté et conduit au commissariat de Redwood City pour y être interrogé par l'enquêteur George Wells. Tout comme son ami, Jason s'effondre rapidement et passe aux aveux sans se faire prier. « C'est moi qui ai mis le feu à cette maison, c'est moi qui ai tout filmé, c'est moi qui parlais. » Il ajoute que son copain et lui sont responsables de 14 autres incendies du même acabit et qu'ils ont toujours réussi à ne pas se faire prendre. Les enquêteurs découvrent que Jason était fasciné par la couverture médiatique de l'affaire, qu'il a suivi avec un grand intérêt l'épisode de Unsolved Mysteries sur le sujet, et qu'il l'a même enregistré sur d'autres bandes. En effectuant une perquisition du domicile de Jason, qui habitait apparemment seul au moment des faits, les policiers découvrent des albums photos avec des coupures de presse sur le sujet, mais aussi d'autres cassettes vidéo où il se filme en train de poignarder une poupée gonflable qu'il surnomme Papa. On le voit également habillé de costumes bizarres, copie conforme de celles des personnages des films d'épouvante qu'il affectionne, comme Freddy Krueger, Michael Myers ou encore Dracula. Les policiers font tout de suite le rapprochement entre les phrases prononcées dans ces vidéos et celui de la fameuse cassette. Toujours selon Jason, son ami et lui seraient coupables d'au moins 26 feux volontaires commis depuis 1986, dont 15 feux de prairie et de 11 maisons en chantier ou en phase de finition, tous perpétrés dans la région de Redwood City et le comté de San Joaquin. Comme les deux amis avaient moins de 18 ans à l'époque des faits, ils passent devant le juge pour mineurs. Des preuves, telles que des enregistrements vidéo et des témoignages, sont présentées lors du procès pour soutenir les accusations. Au terme d'un procès en huis clos d'une durée d'1 semaine, le duo est accusé de chef d'accusation de pyromanie, de destruction de biens privés et de recel de preuves. En janvier 1991, Jason, dont on ne saura jamais la véritable identité, plaide pour un seul chef d'accusation, celui de l'incendie de la maison de la vidéo. Il est condamné à être interné pour une durée de 5 ans dans un institut psychiatrique à haute sécurité, pour patients souffrant de troubles maniaco-dépressifs. À sa sortie, il doit également s'enregistrer chaque mois auprès des autorités en tant que pyromane notoire, et ce, jusqu'à ses 30 ans. Quant à Omar, il est reconnu coupable en février 1991 d'un seul chef d'accusation, celui de l'incendie criminel survenu dans la région en 1989. Il est libéré en 1995 après 4 ans passés dans un centre de redressement pour mineurs. L'affaire de la cassette vidéo a eu un impact considérable sur la communauté de Stockton, créant un climat de peur et d'incertitude parmi les résidents. Depuis, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité et de prévention des incendies pour éviter de futurs incidents similaires. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire du pyromane de Stockton reste une affaire énigmatique et inquiétante, encore auréolée de zones d'ombre. On ignore toujours pourquoi la vraie identité du coupable, surnommé Jason, n'a jamais été divulguée dans les médias, pas plus que sa photo et les raisons qui l'ont conduit à commettre cette série d'incendies. Est-ce seulement à cause de la pyromanie ou d'autres choses ? Avait-il un quelconque lien avec un puissant culte satanique, comme l'affirme toujours la police ? Si l'affaire est désormais classée, les nombreuses théories sur le sujet circulent encore et sont débattues sur des sites tels que reddit.com. Certains émettent même l'hypothèse que les deux coupables n'étaient que des boucs émissaires d'une institution très puissante et que l'État de Californie a vite fait d'étouffer l'affaire en les condamnant pour protéger leur gourou. Selon certaines sources, Jason serait mort en 2020 des suites du Covid-19. Aucune nouvelle ne circule sur le compte d'Omar, qui n'a plus fait parler de lui depuis. Juste après leur arrestation, les incendies ont définitivement cessé à Stockton, où les habitants ont enfin pu connaître le répit. Le mystère, lui, reste toujours entier. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous.
Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.